Merci, bonsoir, merci d'être présent. Donc, effectivement, un temps un peu long de présentation pour partager avec vous ce diagnostic et notamment ce qu'on en tire de ce diagnostic. Pour ceux qui ont déjà entendu des présentations, j'espère qu'il y a quand même toujours des choses à vous apprendre ou à faire découvrir. C'est vrai, sur 1000 pages de diagnostic, forcément, on ne va pas tout raconter. Je vais essayer d'en faire une synthèse, d'insister aussi un peu sur les différentes parties du territoire, et donc ici ce soir notamment sur celui du Grand Poitiers. Donc les différentes thématiques qu'on va parcourir par rapport aux enjeux qui en ressortent, mais en introduction d'abord parler un peu de ce SCOT, ce schéma de cohérence territoriale. C'est quoi ce SCOT, à quoi il sert? Et c'est tout enjeu aussi, tout l'enjeu de cette présentation pour moi, pour que la réponse pourquoi on fasse un SCOT sur le seuil du Poitou n'est pas seulement parce qu'on va le faire, parce que l'État nous le demande, mais aussi parce qu'on sent un intérêt et le besoin de ce document. Donc le territoire du seuil du Poitou, vous voyez en grisé derrière le département de la Vienne, quasiment 50% de la surface pour votre SCOT, c'est très important. C'est encore plus impressionnant de rappeler que 85% des emplois du département, 80% de la population sont dans ce territoire du SCOT du seuil du Poitou. Si on zoome un peu plus sur le périmètre du SCOT, 4 intercommunalités, le Grand Châtellerault, le Grand Poitiers, le Haut-Poitou et les vallées du Clin, vous le savez tous, sont aussi territoires avec des EPCI dans cette configuration-là relativement récente. 134 communes, mais pourquoi vouloir faire un document en planification à une aussi grande échelle? Quel intérêt? Vous pourrez me dire, on a déjà bien suffisamment à faire un PLU demain sur 40 communes si c'était votre projet. Et probablement ça va en venir. Donc, 134 communes, 340 000 habitants. L'enjeu du SCOT, il est bien là. Il vient notamment d'un certain nombre d'évolutions réglementaires, mais d'un constat d'étalement urbain, de développement pas toujours durable et soutenable. Donc un besoin de mieux mettre en cohérence les planifications des communes et des intercommunalités. Alors, quelques mots-clés sur cette diapo sur le SCOT, l'horizon 2035. Ça peut vous surprendre, ça peut paraître loin. C'est vrai, dans le SCOT, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans l'année qui vient. On va s'intéresser à comment on va orienter de manière cohérente le développement qui va se traduire dans les PLU. Et ce qui est dans les PLU va se traduire dans des permis de construire et dans des projets d'aménagement. Donc tout ça, ça prend du temps, ce qui explique aussi que si demain ou aujourd'hui on regarde cet horizon de l'ordre de 15 ans, c'est parce qu'on sait que les orientations qu'on va inscrire dans le SCOT, elles vont porter aussi des fruits seulement dans quelques années. Réglementairement, le SCOT, il a une durée de vie de 10 ans. Ensuite, quelques mots-clés, organiser le développement, mettre en cohérence les politiques publiques, évidemment dans l'objectif de la qualité de vie pour tous, dans l'objectif de l'attractivité économique. Ici, on a ajouté pour peser au sein d'une nouvelle région. Il y a un lien très direct entre le SCOT et les PLU, on va en parler. Et il y a le syndicat mixte, effectivement, qui est la structure porteuse du SCOT. Alors, document d'aménagement du territoire. Quand on parle de beaucoup de différentes politiques publiques, ce qui nous intéresse dans le SCOT, c'est leur dimension, leurs conséquences en termes d'aménagement. En termes donc d'impact physique sur le territoire, sous forme d'espace qu'on aménage ou justement qu'on n'aménage pas. Donc on va traiter à la fois des questions de transport, d'économie, d'habitat, d'environnement, mais aussi la desserte numérique, de l'offre de commerce et bien sûr un peu par voie de conséquence du climat, de l'énergie, parce que tout évidemment va avoir d'une manière ou d'une autre un impact sur les besoins énergétiques d'un territoire. Donc un document d'aménagement. Un document d'aménagement qui est né des lois SRU dans les années 2000. Il y a eu des premières générations de SCOT qui faisaient des documents, on va dire, de projet de territoire, très, très souple, très maniable, très peu, on va dire, réglementaire. Donc
tout cas très peu contraignant. Il est venu le Grenelle de l'environnement et un constat d'étalement urbain, un constat que si on continue à faire de l'aménagement du territoire uniquement avec une vision, je me permets de dire, un peu de clocher, chacun ne regarde que sa commune, on arrive à ce qu'on est arrivé avec un développement depuis l'après-guerre, avec donc des conséquences où aujourd'hui on s'accorde pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Donc, d'où le besoin de dire le SCOT doit être un document plus important peut-être que ce qu'on a imaginé dans les années 2000. Et donc, c'est les lois Grenelle et d'autres lois qui sont suivies, notamment la loi Allure, qui ont précisé les exigences, l'attente du SCOT. Ses objectifs, alors on va parler de beaucoup de choses, il a été ajouté aussi la notion de trame verte et bleue, on va en parler ce soir. Il a été ajouté notamment l'objectif de la consommation économe de l'espace, l'objectif de limiter la consommation de terres agricoles. Et le législateur, il a dit, sur cette problématique-là, on veut dans le SCOT des objectifs quantitatifs. C'est le seul domaine où le législateur attend à minima du SCOT qu'à un moment donné, on commence à quantifier les choses. Pour dire l'importance qui a été donnée à ce document-là comme un document cadre de référence qui pose un certain nombre de règles communes sur un grand territoire pour encadrer, donc mieux encadrer l'étalement urbain. Alors, le SCOT, donc, dans ce millefeuille de documents réglementaires d'aménagement de territoire qui existent par ailleurs, se trouve entre les échelons, départements, régionaux. Aujourd'hui, ou demain, on va dire, une grande partie de ces documents vont être fusionnés dans le SRADET, le futur schéma régional, donc qui intègre le SRCAE, le SRCE, plein d'autres choses. Le SCOT aussi, il doit intégrer les différentes politiques, notamment dans la gestion de l'eau, mais aussi la prévention contre les inondations, etc., pour avoir un document de référence pour les documents en dessous, notamment les PLU. Que ces documents en dessous, ils peuvent se référer simplement au SCOT qui leur dit ce que vous disent tous les autres documents au-dessus et ce que vous devez prendre en compte. Donc, document intégrateur et document cadre pour donc, ce qui est en dessous, on va dire, les PLU, mais aussi là où il en existe, des PDU, des PLH, notamment. Le SCOT va donc s'imposer à ces documents. C'est les PLU qui doivent être compatibles avec le SCOT et pas l'inverse. Sinon, on continuera à faire ce qu'on a fait, on juxtapose des politiques et on en fait la synthèse. Mais une synthèse qui ne dit rien d'autre que la juxtaposition de politiques. Le législateur, il a dit c'est l'inverse. Il faut poser un cadre avec un certain nombre de principes à une échelle plus grande et qui doivent se décliner ensuite dans les documents communaux ou intercommunaux. Compatible, dans le terme juridique, ça ne veut pas dire conforme. Ce n'est pas un règlement d'urbanisme comme vous pouvez le connaître. Quand on vous dit dans le règlement d'urbanisme du PLU, c'est 3 mètres à la distance, c'est 3 mètres et pas 2,90 m. Le SCOT, il est compatible. Avec le SCOT, il faut être compatible. Donc, il ne faut pas être contraire. Il y a une certaine marge de manœuvre qui est certainement aussi nécessaire parce que, évidemment, la prise en compte de ce document-là, son traduction selon des particularités de différents territoires, évidemment, il faut une certaine souplesse. Pour la construction du document, ceux qui connaissent les PLU, ils ne vont rien apprendre de nouveau. Il y a un rapport de présentation, diagnostic, évaluation environnementale, justification des choix. Il y a un PADD, un projet d'aménagement de développement durable, qui pose, on va dire, la stratégie, le projet de territoire, les grands axes. Et dans le SCOT, c'est le DOO, donc le document d'orientation d'objectifs, qui est la partie opposable au PLU et qui, on va dire, est la partie réglementaire. Un mot sur le planning de cette élaboration, il y a déjà eu quelques informations, donc on arrive au bout d'un chemin qui a été relativement long pour le territoire, de travaux thématiques sectoriels, beaucoup de diagnostics. Il est important de saisir, de bien comprendre les enjeux à l'échelle d'un territoire qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder. Donc le syndicat mixte a mené beaucoup de travaux et donc nous, depuis maintenant une bonne année, on a eu la tâche d'actualiser et de faire la synthèse de tout cela. Ça nous amène aujourd'hui justement à ces enjeux. L'année prochaine, elle doit être consacrée à la définition du projet, le projet qui se traduit dans le PADD, dans DO, et 2019,
qui va être consacré, on va dire, à plutôt la procédure, l'enquête publique, consultation des personnes publiques associées, pour arriver vers la fin 2019 à un document réellement opposable. Vous avez vu aussi des réunions publiques qui sont à nouveau prévues d'ici environ un an, hein, quand on connaîtra aussi donc, toutes les traductions proposées.